Oui, je suis Michael Tsokos, professeur de médecine légale. Le revoilà, il semble insatiable. Eh bien, je suis content que nous soyons de retour. Les vidéos de la dernière fois ont eu tellement de succès et j'ai reçu tellement de questions. Vous avez aussi dit avoir encore de super choses à montrer. Exactement. Nous avons encore une petite boîte à trésors ici, je peux tout te montrer tout de suite. On va donc commencer. Alors, nous sommes devant la première armoire. Oui. Est-ce une vraie main? Non, ce n'est pas une main réelle. C'est une moulage en cire. Et en fait, la moulage en cire est une technique autrefois en anatomie, avant l'arrivée des imprimantes 3D, qui, à l'aide d'un moulage en plâtre, reproduit la véritable main de façon à pouvoir ensuite la couler en cire. Ensuite, mais c'est un vrai travail artistique de la préparatrice. Et ce qui est passionnant, Elle travaille sûrement aussi chez Madame Tussaud. elle pourrait, si tout cela ne prenait pas autant de temps. Ce qui est passionnant avec cette main, Aaron, c'est ceci. C'est bien une main droite, je vois. Qu'est-ce que tu vois ici? C'est une main droite. C'est une main droite, c'est ça. Et qu'est-ce qui te frappe à propos de cette main? Il manque 3 doigts, à chaque fois un peu plus. Donc ça ressemble à une coupure. Ça ressemble à des coupures. Exactement. Dans ce cas, il s'agissait en fait de coups de hache. Ce n'est pas une sorte de démembrement de cadavre, mais on voit vraiment que c'est bien irrigué de sang. Ça veut dire que la circulation sanguine fonctionnait encore quand les doigts ont été sectionnés. L'affaire est d'autant plus intéressante que plusieurs parties de corps ont été retrouvées dans différents congélateurs. On peut dire d'accord, quelqu'un a été tué, puis le corps a été découpé. Mais cette main prouve que la personne qui a été découpée était encore en vie lorsque quelqu'un l'a frappée avec une hache. Ce sont en effet des blessures de défense typiques, des blessures actives. Donc, cela signifie que c'est la main droite. Que fais-tu si j'arrive avec une hache? Je ferai comme ça où il l'a fait. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Tu peux te couper les doigts aussi bien comme ça que si tu fais comme ça, Ah oui. les couper. D'accord, il a aussi... Je suis juste trop bête là. Je croyais que la coupe devait être comme ça, mais non, c'est peut-être possible. Cela peut venir des deux côtés. Quand je réfléchis, ça ne donne rien. C'est pour ça que je suis là, pour te l'expliquer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça veut dire que la victime était encore consciente au moment des faits. Et voulait se défendre. Et voulait se défendre. Si la personne était déjà inconsciente après strangulation ou très alcoolisée, puis attaquée à la hache, elle ne réagit pas. Qu'est-ce qui est pire devant le tribunal que je me défende et que je lutte pour ma vie, ou que je sois déjà mort et qu'il me coupe ensuite la main? Eh bien, que tu sois encore en vie et que tu te défendes, parce que cela prouve justement la cruauté de l'acte, car ce sont des souffrances que tu endures en étant pleinement conscient. D'accord. Tu as encore appris? Non? Oui, il me manque aussi un bout de doigt, comme on voit ici. C'était une porte en fer et aussi mon cousin en pleine conscience. Oh! Regarde, voici la main originale où l'on voit clairement ces hémorragies sous-cutanées, preuve que la circulation fonctionnait encore. Si quelqu'un est découpé après la mort, le cœur ne bat plus et il n'y a plus de saignement, alors qu'ici, il y en a vraiment. Pourquoi est-ce si noir? Il a d'abord fallu l'identifier. Ça veut dire que ça vient de la dactyloscopie, des empreintes digitales. Ce serait maintenant... Je pensais que c'était de la suie ou quelque chose comme ça. Ah! Non, c'est simple. On enduit toute la paume et les doigts, même si tu n'as plus vraiment les bouts, il t'en manque 3, avec de l'encre d'imprimerie ou de la poudre pour empreintes digitales, et voilà. Depuis combien de temps l'affaire a-t-elle eu lieu? Ça remonte à environ 10 ans. Peut-on dire ce qui s'est passé est la peine du coupable? Le coupable a été condamné à la réclusion à perpétuité. En Allemagne, c'est 15 ans. En Allemagne, c'est 15 ans, mais il est déjà sorti depuis un moment. Oh, ici en haut, nous avons probablement aussi des répliques. Exactement. Ce sont aussi des moulages en cire de vrais cas. C'est une incision typique de la gorge. Non, c'est une marque de strangulation lors d'une pendaison. Ah, d'accord. Ça veut dire que la corde serre tellement fort, tellement fort. Regarde, ici par exemple, nous avons aussi d'autres instruments de strangulation que nous allons voir tout à l'heure. Voilà un vrai nœud de bourreau ici. Oui, on connaît ça. Alors, avec ça, tu peux aussi bien amarrer la Stena-Line à Kiel avec la corde. Mais quelqu'un sait vraiment. Avec la corde? Pendaison, oui. Ce sont tous de vrais outils de strangulation que tu vois ici. Donc là, en bas aussi des câbles, d'autres cordes, cordes en nylon, aussi des amarres comme on les connaît sur les bateaux. Et ici, nous avons
Encore une image de marque de strangulation, pendue avec une ceinture. Avec une ceinture? Là, tu vois le motif. C'est toujours important pour nous de comparer afin de vérifier la correspondance. Parce que, en théorie, quelqu'un peut aussi être étranglé avec Oui. un autre outil quelconque, puis être pendu après la mort. Mais ici, la comparaison est importante. Comment fais-tu la différence, Aaron, pour t'accompagner ici dans ta formation de spécialiste en médecine légale? Étranglé et suffoqué? Étranglé et suffoqué. Alors pour moi, suffoquer, c'est avec les mains, c'est ça? Alors c'est ce que j'ai fait. C'est ça. Alors c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai même appris récemment, c'est que si je la faisais tomber maintenant et que je l'étranglais d'en haut, elle verrait ensuite sur son dos. D'accord, il était dessus à cause de... Oui, il y a des blessures de contre-appui à ces endroits, donc au point d'appui. Si tu t'agenouilles sur moi ou l'inverse et appuies ici, il y aura des hématomes. On ne les voit qu'en incisant lors de l'autopsie. Parfois, tu ne les vois même pas de l'extérieur, parce que la peau est en fait un véritable bouclier protecteur. Ah, oui, ça m'a vraiment impressionné récemment. Oui, l'étranglement se fait avec des objets. Ça peut être n'importe quoi, non? Eh bien, ça devrait quand même être quelque chose de type corde, de forme allongée. L'étranglement est justement défini comme une strangulation ou une compression des tissus mous du cou à l'aide d'un instrument d'étranglement, ce qui est serré par la force musculaire. Et si c'est serré par le poids du corps, c'est une pendaison. Ce sont justement des définitions très importantes. Pourquoi sont-elles si importantes? La pendaison est principalement un suicide. Oui. L'étranglement est La plupart du temps, c'est un meurtre. presque toujours un homicide. Ça passe. Est-ce qu'on peut s'étrangler soi-même? On peut s'étrangler soi-même, par exemple si on met un collier de serrage ou quelque chose d'autre autour du cou qui ne se détache pas après la perte de connaissance. Mais si tu t'étrangles sans faire de nœud ou sans t'assurer que ça ne peut pas se défaire, tu reprends conscience. Il est essentiel de savoir qu'on ne peut pas s'étrangler soi-même, donc l'étranglement est toujours un homicide. D'où l'importance de cette distinction. Petite pause pub. Marvin, viens. On a récemment fait un long trajet en voiture ensemble et écouté le podcast. Et là, t'as appris quelque chose que tu racontes maintenant à tout le monde? C'est vrai, oui. C'était le podcast Raconte ce que tu as appris. On peut penser ce que vous dites, mais on ne peut pas s'étrangler soi-même. Et si on s'attache dans le sac et qu'on perd connaissance, il n'y a plus moyen d'en sortir, parce qu'on est alors inconscient et on ne peut plus se libérer. Exactement. C'était ce cas où la femme avait simulé un crime et avait dit « J'ai été agressée ». Dans mon podcast, j'ai raconté avoir été agressée. Il m'a mis un sac sur la tête et une écharpe. À un moment, j'ai repris connaissance et tout le magasin brûlait. Je me suis dit « Ce n'est pas possible, elle n'a sûrement pas repris conscience. Il y a un problème ». C'est tout ce que je voulais dire, c'est ce que j'ai appris. Oui, merci. J'étais dans la voiture et je me suis dit « Waouh, je ne m'y attendais pas. Bien, qu'a-t-on d'autre ?» Strangulation. Oui, ça c'est un peu... Sadomaso? Non, c'est un accident auto-érotique. L'auto-érotisme désigne une personne qui pratique des actes sexuels sur elle-même et non dans un véhicule. Mais c'est un peu différent de la masturbation, parce que des objets de type fétichiste sont utilisés. Par exemple, je ne peux pas le soulever maintenant, sinon il va se démonter. Il a donc placé ici, sous ce bustier ou ce que c'est, et le soutien-gorge et ce haut, des coussins de noyaux de cerise ou même de petits noyaux de cerise à l'intérieur. Comme des seins? Des noyaux de cerise à l'intérieur comme des seins. Ici, avec ça, c'est le téton. Ah, le mamelon, oui. Mais là, il n'y a vraiment aucune limite à l'imagination dans ce domaine. Et là, les frontières avec le suicide, la pendaison, sont effectivement très floues. Nous avons ici un autre cas où quelqu'un s'est pendu, et ce dans cette tenue fétichiste. Il a été retrouvé pendu avec une lettre d'adieu. La distinction entre auto-érotisme et suicide se pose toujours. D'accord. Cela peut aussi affecter l'assurance vie, qui ne couvre pas le suicide, mais dans l'auto-érotisme, il n'y a pas d'intention de se nuire. Ah, Encore un petit conseil pour la maison, bien sûr, on ne fait pas ça chez soi, mais on peut toujours essayer. Il y a manifestement beaucoup d'auto-érotomanes dans toute l'Allemagne qui pratiquent là. C'est typique sur le lieu de découverte, il y a des miroirs, parfois ils se filment eux-mêmes. En général, cela concerne la strangulation. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a manifestement une montée d'adrénaline lors de cette privation d'oxygène, ce qui rend l'orgasme plus intense ou l'expérience sexuelle plus forte. Ne reproduisez pas cela, c'est potentiellement mortel. En général, ils disposent de dispositifs de suspension. C'est pourquoi parfois on peut aussi regarder chez soi, ou plutôt chez des amis lorsqu'on leur rend visite. Regardez s'il y a des crochets au plafond ou quelque chose comme ça, c'est un indice. chez nos voisins, une lampe était suspendue. Maintenant, j'ai... Maintenant, nous avons un moment, Aaron. Maintenant, ne t'enfuis pas, nous avons encore quelque chose ici. Oh, une calotte crânienne. Oui, mais ce n'est pas une vraie calotte crânienne, c'est un modèle imprimé en 3D
Ici, par exemple, nous avons une vraie calotte crânienne. Celle-ci date encore des années 60, C'est une vraie? où quelqu'un vient justement avec ce... Comment nomme-t-on l'arme du crime? Ce n'est pas indiqué ici non plus. Ah, acier à aiguiser, c'est le bon terme. La voûte crânienne vient d'être perforée, c'est vraiment une véritable voûte crânienne ici. Celle-ci provient d'un cas plus récent. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne garde plus ces parties du corps. Cela a vraiment un caractère muséal, donc comme dans un musée, comme une collection. Nous avons ensuite reproduit cela avec une imprimante 3D. Et tu vois très bien, c'est beau, comme toujours en médecine légale, parce que ça correspond exactement aux constatations des manuels, ces fractures par impression. Et Ah, le marteau correspond à cela. le marteau correspond à cela, n'est-ce pas? C'est exactement ce marteau qui s'insère ici. Et ici, il a alors... Là, Comment il a fait ici? Ici, il a frappé fort, non? il a frappé 2 fois au même endroit, mais moins fort la seconde fois. Ah d'accord. Ici aussi, ici non plus, il n'a pas complètement traversé. Et il est intéressant de voir que, à l'intérieur, on voit effectivement ces fragments d'os pénétrer dans le cerveau. C'est évidemment mortel. Ce qui est toujours décisif aussi, quand on évalue ce genre de choses, c'est qu'on regarde toujours quel est l'alignement axial. Cela signifie qu'entre l'agresseur et la victime, lors de ce coup, de ce coup, de ce coup, de ce coup, il n'y a eu aucune dynamique ou mouvement. C'est pourquoi ce sont probablement les coups qui ont été portés en dernier. Quand celui-ci a été porté, et celui-là, la victime devait encore bouger ou l'agresseur a fait le tour d'elle. Mais cela est peu probable, car Oui, bien sûr. il va frapper depuis sa position. Cela signifie que nous pouvons également dire quelque chose sur l'ordre des coups et sur la dynamique des faits. Donc les coups ont été mortels et après? Oui, c'est la combinaison qui a été mortelle. Tu ne peux pas dire qu'un seul coup a été mortel. Ah, d'accord. Tout ce qui entre ici dans le cerveau est mortel. Mais tu peux dire que c'était sûrement les derniers coups. À ce moment, il était déjà sans défense, incapable d'agir. Avec une telle blessure, qu'est-ce qui provoque la mort puisque ce n'est finalement qu'une fracture osseuse? Traumatisme crânien. Ah, Il se produit un œdème cérébral massif en très peu de temps. Le cerveau remplit toute la cavité crânienne et il ne peut pas s'échapper. oui, Il ne peut que descendre dans ce grand trou occipital. Là où la moelle épinière sort, le centre de régulation circulatoire du tronc cérébral est comprimé contre l'os, ce qui provoque la faim. Donc en relativement peu de temps, ensuite, nous avons ici quelques pistolets artisanaux. On insère ici une cartouche propulsive et alors ce boulon sort très rapidement. Ceci est une langue ici. Ah, c'est une qui ont effectivement été utilisées lors de suicides. Ça, c'est une aorte. Non. non, Épilé par accident, l'un s'est penché dessus et l'autre a tiré. il a appuyé sur la gâchette. Et voilà. Comment raconte-t-on ça à la police?